Allez, c'est parti. Bon, allez, dernière ligne droite, après ça, vous êtes libérés. Let's go, ok. On avait dit je le fais en français. Hein. Okay. Allez, ça s'appelle développement, mais vous inquiétez pas, c'est pas les techniques de développement, on va pas parler code RPG, etc. D'accord. Il y a des développeurs dans la salle un peu quand même, ou quelques-uns? Pas tant que ça quand même. Donc, ok, ça parle pas de développement, mais on va reparler un petit peu des outils de développement et voir quelles sont toutes les solutions avec ces outils qui vous permettent de récupérer des infos par rapport au programme, par rapport à ce qu'il y a dedans, les variables, etc. Alors, on parle sécurité quand même. Euh, et hop là, je vais revenir là-dessus. Et puis, on parlera aussi signature d'objet à la fin. Ça, c'est ma photo. Donc, je fais de l'IBMI, moi, depuis un certain temps, depuis quelques années, depuis 99. Et voilà, il y a un tas de choses. J'interviens chez Gaia Volubis. On fait principalement de l'expertise de la formation. Pour tout le reste, il y a un tas de choses à dire, mais n'hésitez pas à venir nous en parler à la fin. Vous avez vu beaucoup de champions ici, vous avez vu beaucoup de programmes, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations, on peut vous guider, on peut vous aider et vous mettre sur la bonne voie. Donc, on va parler un petit peu. Alors, encore une fois, ce n'est pas les bonnes pratiques de développement, c'est l'outillage en réalité qui m'a intéressé particulièrement pour pouvoir sécuriser vos développements. Et puis, on va parler à la fin signature des objets, parce que c'est un sujet qu'on voit très peu en réalité chez les différents clients. Et c'était l'occasion de revenir là-dessus, parce que si on parle sécurité, signez vos objets, signez vos programmes. Pour le coup, c'est plutôt une très très bonne idée. Hop, j'ai jusqu'à quelle heure? Parce que j'ai pas fait attention à quelle heure on a démarré. 17h30. Il y a de l'arnaque. Ouais, c'est mieux. 17h15, parfait. Donc, les speakers précédents vous ont indiqué un tas de fonctionnalités système sur l'Asset 6, sur l'Authority Collection, etc. Vous avez vu un tas de choses. Donc, mon idée ici, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas abordé jusque-là. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, ni sur les mécaniques classiques d'adoption, d'élévation de droit, etc. Encore une fois, on va plus se focus sur les outils. 16h30. OK. Je vais aller assez rapidement là-dessus pour garder du temps pour la suite. Joblog, debug, dump, c'est pas des sujets nouveaux, d'accord, sur lesquels tout le monde connaît tout déjà. Simplement, on va voir avec ça quelles sont les informations que vous pouvez obtenir sur l'exécution des programmes, sur les données qui sont manipulées. Et c'est là où on peut avoir des petites choses justement à régler pour empêcher ou limiter l'accès à ces outils. On va éluder ça tout de suite. RPG et CL, j'ai pas grand-chose à dire en termes de sécurité. C'est des langages compilés. Et l'avantage des langages compilés, c'est qu'une fois qu'ils ont été justement faits par le compilateur, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. D'accord, le langage en lui-même est immuable une fois compilé. Vous n'avez pas trop de soucis là-dessus. C'est pas comme des langages interprétés où on peut aller changer des scripts à la volée, c'est pris en compte, etc. Là, si vous recompilez pas l'objet depuis le source, vous avez rien d'autre. Et il est fait pour aller de A à B. Il fera que ça dans sa vie. Donc ça, c'est pas trop le souci du langage. D'accord. Le souci, c'est tout ce qui va être autour. Donc, langage compilé, c'est plutôt sécurisé, on va dire, par le design. Petit rappel quand même pour les débugages, c'est bien si vous ne mettez pas les sources sur les machines de production, ça va sans dire, mais on en voit quand même pas mal, donc je le répète. Si vous utilisez RDI, par exemple, on est capable de compiler en production, mais d'afficher les sources du développement. D'accord, on est capable d'avoir des choses comme ça. Donc, mettez pas vos sources directement sur la prod, c'est pas une très bonne idée. On verra tout à l'heure comment faire autrement. On va enlever ça peut-être. Voilà. Alors, côté RPG, un exemple de programme, alors c'est pour qu'il tienne sur une page, hein, c'est vraiment limite, faites pas ça chez vous, ça n'a pas d'intérêt. Exemple de programme RPG qui plante, c'est-à-dire qui envoie une exception. Sous Linux, on appellerait ça un signal, ok, mais c'est un programme RPG, il fait des divisions, puis un jour, vous avez une division par 0. Le compilateur vous empêche la division par 0 hardcodée, donc je suis obligé de mettre une variable. Le principe, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe à l'exécution? À la tentative de division par 0, hop, étant donné que j'ai mis ça dans un bloc moniteur, on attrape l'exception. Du coup, hop,
on gère, le programme RPG continue, hop là, et puis j'envoie moi-même un petit message informatif qui dit: «OK, c'est la fin du programme». Donc ici, une erreur technique a envoyé un message en exception. Vous pouvez aussi, vous, envoyer des messages informatifs, diagnostiques ou exception, la même chose. On le met en escape, et à ce compte-là, vous avez en exception. Ça provoquerait le plantage du programme de la même façon. Un programme qui plante, en général, le système vous dit qu'est-ce que tu veux faire, cancel, dump, retry, etc. Ça dépend de l'erreur et du langage. Donc ça, vous connaissez, vous allez me dire, il n'y a pas de nouveauté. C'est vrai. Sauf que, du coup, dans la job log, malgré tout, vous avez déjà un certain nombre d'informations. Là, j'ai pas fait les captures. Si vous allez faire F1 sur le message, vous avez tout le détail, le module, le programme, la ligne de code, vous avez qui appelle, à quel endroit, si c'est une procédure, ça a planté, quelle instruction. On commence à avoir de l'info, mais rien d'hyper facile à regarder directement sur la partie RPG. Sur la partie CL, un programme CL, alors pareil, hein, c'est un programme, il crée une data area, et puis si elle existe déjà, on fait un change, et puis on va récupérer le nom du startup programme, et puis on l'affiche, histoire d'avoir du code. Si vous l'exécutez directement, sur la plupart de vos machines, vous avez ça, c'est-à-dire que dans la job log, on voit quelles sont toutes les instructions qui sont faites par votre programme CL. On voit les noms des objets, on voit les noms des fichiers en sortie, on voit les noms des, enfin, on voit à peu près tout ce qui se passe dans votre programme. Et sans aller chercher très loin, hein, j'ai juste fait F10 sur la job log. Donc là, déjà, vous pouvez regarder assez facilement dans un travail pour comprendre, en tout cas dans la partie CL, quelles sont les opérations qui sont faites, quelles sont les commandes éventuellement relatives à la sécurité, les profils utilisés, et compagnie, et compagnie. Donc ça, on ne veut pas toujours le montrer systématiquement, d'accord, puisqu'il peut y avoir quand même des choses délicates à l'intérieur. Vous pouvez le changer au niveau du travail. Il suffit d'indiquer dans votre travail, je ne veux pas loguer les commandes CL dans la job log. Et à partir de là, si vous relancez votre programme, vous n'avez plus aucun message correspondant à l'exécution des commandes. Vous avez uniquement ici, vous avez quand même, pardon, zone de données existe, vous avez quand même les exceptions qui sont levées par les commandes exécutées qui vont apparaître. On n'aura pas la commande, on aura les exceptions levées par les commandes. Ça peut là aussi donner quelques informations, mais j'irai pas plus loin, puisque de toute façon, si vous propagez plus les messages, les programmes communiquent plus entre eux, il se passe plus rien, d'accord? Donc ça, c'est la limite. Mais ça, c'est quand même une bonne idée sur certains de vos programmes qui vont gérer des choses un petit peu sensibles. Vous pouvez enlever ça, c'est relativement pratique. On peut le faire au niveau du job. On vous recommande fortement de le faire plutôt au niveau de l'objet compilé. Donc, il y a une directive de précompilation CL qui dit pour ce programme-là, tu ne vas pas loguer les commandes CL. Okay, donc, comme ça, vous impactez pas votre travail. Mais pour ce programme-là, on ne s'en occupe pas. C'est soit une option de compilation, soit directement mis dans le source. J'aime bien quand vous mettez dans le source, parce que je sais que vous n'allez pas perdre l'option à la prochaine compilation. Mais si vous êtes équipé, faites comme vous voulez. OK? Donc ça déjà, c'est assez intéressant. Encore une fois, on a quand même beaucoup de programmes qui font des transferts de fichiers avec des scripts FTP. On va voir passer des profils, des mots de passe en dur dans les commandes et compagnie. Bah, là, vous les avez pas. Une commande que tout le monde connaît, puisqu'en général, vous l'utilisez, allez, à minimum pour le QStartup programme, mais pas que. Vous pouvez retrouver le source d'un programme CL avec la commande retrieve CL source. Donc, vous donnez un nom de programme, vous dites je veux retrouver le source, vous dites où vous voulez le ranger, et puis hop, vous avez un joli source avec un en-tête qui vous dit voilà, tel jour à telle heure, on a récupéré le source du programme. Très bien. Donc, bah, encore une fois, alors ici, ce n'est pas un programme très dangereux que j'ai pris en exemple, mais évidemment, vous avez des profils, des mots de passe hard-codés dans vos sources, vous avez ce genre de choses, bah, on les retrouve extrêmement facilement, très très facilement. Donc là aussi, on peut se protéger de ça. On disait pas de source sur les machines de production, mais les programmes, vous êtes quand même bien obligé de les mettre. Donc déjà, la commande RTV CLSRC par défaut, elle est à public use. Ça, vous pouvez bouger, c'est pas très grave, d'accord. Vous me limitez ça à quelques développeurs qui doivent intervenir sur la production si vraiment il y a des bugs à chaud, mais sur le reste du temps, c'est pas la peine. Ok.
Et puis, il ne faut pas beaucoup de droits sur le programme, en fait, pour pouvoir faire ça. Et ça, vous ne pouvez pas enlever les droits sur le programme. Il faut quoi? J'ai mis opération et gestion, c'est pas énorme. Donc, enfin, le programme Étoile Use devrait suffire, mais opération et gestion, c'est quand même pas des droits super élevés. Donc, attention à ça. Vous pouvez, vous pouvez enlever les droits sur cette commande-là. Et puis, là aussi, il y a des options de compilation qui permettent de dire je ne veux pas pouvoir retrouver le source d'un programme CL. Donc, le hello retrieve source, vous le passez à no, et auquel cas, la même commande ne tombe en erreur et vous êtes incapable de retrouver source. Okay. Donc là aussi, à mettre dans vos options de compilation, sur les programmes un peu sensibles, encore une fois, alors mettez pas les mots de passe en dur, on vous le dit, mais bon, des fois vous en avez, c'est déjà une façon de limiter ce genre de choses. Le debug. Vous avez besoin de débugger, parce que des fois, il se passe des choses, on est tous d'accord, donc vous avez besoin de débugger. Là aussi, avec le debug, on peut évidemment obtenir toute la vie du programme, et en plus, avec la vision dynamique, les données manipulées et compagnie. Alors, première chose, je ne l'ai pas rappelé ici, mais effectivement, tous les services de débugage, maintenant, il faut les crypter, certificat TLS, d'accord, vous ne passez plus en clair, puisque dedans, il y aura aussi les données des variables qui vont passer. C'est surtout ça qui nous importe. Donc, mettez les certificats, mais globalement, sur les commandes de debug, alors, elles sont par défaut en public exclude, ce qui n'est pas si mal, d'accord. Elles sont QPGMR étoile use, ce qui est plutôt bien. Le problème que j'ai, c'est pas ça. Le problème que j'ai, c'est que la plupart de vos profils développeurs, en général, sont profils de groupe QPGMR. Et donc, de facto, vous avez beaucoup trop de personnes capables de débugger un programme. Donc, OK, je vous renvoie à la gestion des droits et des profils de groupe. Enlevez-moi un petit peu ça. On a beaucoup trop de personnes capables de débugger. Ça se gère par rapport aux droits sur la commande. Au niveau des programmes eux-mêmes, ce qu'il faut pour pouvoir débugger, c'est change ou use, et puis l'autorité spéciale étoile service. Okay, là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je voulais vous montrer principalement sur le débugage, c'est ce qui arrive derrière. Première chose, et ça, on vous le conseille fortement. Je vous disais tout à l'heure, et personne n'a râlé, c'est étonnant, d'habitude, vous râlez. Je vous disais, pas de source sur la machine de prod. Alors, en général, vous me dites, ouais, mais pour débugger, quand on a besoin de débugger parce que la paye, elle est plantée, eh ben, on est embêté. Vous pouvez, à la compilation, indiquer un mot de passe pour crypter le source qui va être stocké dans le programme compilé. Okay, donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Et quand vous voulez débugger le programme, pour vous afficher le source, on va vous demander quelle est la clé de cryptage, auquel cas on vous affiche le source. Donc ça ne vous empêche pas de débugger en production, mais au moins le source, il n'est pas directement accessible. Ça, c'est plutôt une bonne pratique. Donc, compiler en cryptant les sources. J'ai un petit souci pour les programmes CL, il faut que j'ouvre un incident là-dessus. Pour les programmes CL, si vous faites un retrieve CL source, même s'il est crypté, on vous donne le source CL. On vous extrait le source CL, on ne vous demande pas la clé de décryptage. D'accord? Je suis mitigé, mais je pense que ça va finir en incident, c'est pas très grave. Mais crypté, en tout cas, crypté, OK, les sources, ça ne vous empêche pas de débugger et on n'a pas besoin de transférer les sources en prod, on est beaucoup plus clean. Vous avez également des vues de débugage que vous pouvez mettre à la compilation. Étoile all, étoile source, étoile statement, étoile listing, vous avez différents niveaux, d'accord? Et là, il y a un petit truc spécifique, c'est que les différents débuggers ne vont pas réagir exactement de la même façon. D'accord? C'est des questions d'interface. Ils ne vont pas réagir exactement de la même façon en fonction de ce que vous avez mis. Si vous avez mis étoile statement, ce qui n'est pas la façon la plus agréable de débugger, d'accord? Mais techniquement, OK, vous pouvez le faire. Quand vous allez faire un start debug ou quand vous allez passer par VS Code qui passe par un service particulier, vous réussirez pas à débugger votre programme. Vous aurez l'écran qui est en haut à droite, vous n'aurez pas grand-chose. RDI ou le système debugger qui est avec Access Client Solution, qui marche avec tous les langages aussi, le SQL, Java, etc. Eux, ils vont vous afficher le source, pas le source, les instructions, parce qu'on est en vue statement, d'accord. Mais c'est pas tellement évidemment les instructions qui vont m'intéresser. C'est que une fois qu'ils vous ont affiché les instructions, ils vont quand même vous afficher les variables avec les valeurs des variables. Et c'est modifiable, parce que vous êtes en debug, d'accord, dans les deux interfaces. Et là, de connaître les variables, leurs noms, les données qui sont à l'intérieur, c'est déjà des informations assez avancées sur ce que peut faire un programme.
Encore une fois, vous pouvez avoir des noms de fichiers, des profils mots de passe de connexion à un serveur FTP ou autre, compagnie. Donc ça, c'est quand même des moyens. Enfin, ce que je voulais réexpliquer, c'est attention, vous avez des moyens par défaut de retrouver facilement beaucoup d'informations sur ce que fait un programme. Et c'est ça que je veux vous faire dire. Limitez l'usage de ces commandes-là, sauf aux personnes qui doivent vraiment développer ou débugger. Donc, extrêmement facile de faire ça, d'accord, y compris si on se dit on n'a pas mis le source, on a vu statement, on peut rien faire avec. On peut avoir les variables. J'en ai fait deux. Pas synchro. Pour le CL, on a un petit peu le même souci. Donc, si on n'autorise pas à retrouver le source, d'accord, et qu'on n'a pas mis dans le debug, on n'a pas crypté le source, évidemment, on n'a pas mis le source, on ne peut pas. Par contre, ça ne vous empêche pas, pour du langage CL, si vous connaissez le nom des variables, vous pouvez quand même demander l'évaluation, eval, et vous pouvez également changer la valeur des variables. Donc là aussi, retour à la case départ, si vous connaissez les noms des variables, on peut aller récupérer de l'information. Donc ça, c'est un petit peu délicat aussi. Il y a une fonction qui existe pour le RPG, le %localvars. Je l'ai testé parce que pour le RPG, il permet d'afficher toutes les variables avec les valeurs correspondantes. Pour le CL, il n'est pas supporté. Donc, vous devez connaître le nom des variables dans le programme. Donc, vous allez me dire, si on n'a pas le source, ça va être compliqué de connaître le nom des variables dans le programme, mais on a quand même trouvé des petites astuces. Une commande qu'on n'aime pas trop, parce qu'en général, c'est synonyme de problème, le dump. Le dump, il va vous générer un spool avec toutes les variables du programme, toutes les valeurs, de sorte que vous puissiez faire une analyse à froid d'un plantage. Il y a un batch qui s'est planté à 3 heures du matin, voilà, on peut répondre dump et puis on analyse ça le lendemain matin. Donc ça génère un joli spool avec les valeurs interprétées et puis les valeurs en binaire, etc., pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour faire ça. Alors, le spool en question, il est dans une out queue qui est public use par défaut. Donc là aussi, pareil, quand même, c'est un petit peu limite. Et puis, là aussi, bon, il y a des subtilités entre le debug view et les options de debug no dans les options de compile. Mais dans tous les cas, et je trouve ça chez pas mal de clients, vous pouvez de façon, enfin, par programmation, vous pouvez forcer un dump. En RPG, vous avez un dump A, quelles que soient les options de compile, ça vous génère le spool. J'ai beaucoup de clients qui ont mis ça dans les routines de gestion d'erreurs, justement pour pouvoir faire de l'analyse à froid. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais à ce compte-là, vous me protégez la queue. Donc, on est quand même capable d'aller récupérer assez facilement des valeurs. Alors, pour obtenir le dump, je dis on peut le faire par programmation. Évidemment, quand votre programme plante, on vous propose en général de faire un dump. OK, il est fait automatiquement. Et voilà, on peut s'amuser du coup à aller faire planter les programmes pour générer du dump. Et puis, ça nous permet de retrouver de l'information et d'avoir les noms de variables et de pouvoir travailler dessus. C'est ce genre de choses, en fait, qui va être difficile. Donc, OK, un programme plante, très bien. Comment faire pour faire planter un programme, pour pouvoir générer un dump, pour savoir ce qu'il a dans le ventre? En général, vos programmes, ils prennent des paramètres. En général, vous l'appelez sans paramètres. En général, MCH 3601, celui-là, tout le monde le connaît, d'accord? Bim, le programme est planté, dump, et vous avez accès à tout ce qui est à l'intérieur. Ou alors, vous lui forcez en call des paramètres complètement idiots, avec des valeurs à 0 en décimale ou FF en hexadécimal, d'accord? Et puis, on voit bien ce qui se passe. Il y a bien un moment, ça va finir par planter, en général. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Ça marche, c'est assez efficace, hein, d'accord? C'est assez rapide. Et ça génère du dump. Une autre possibilité, le dump OBJ, dump object, d'accord? Vous lui donnez un objet. Évidemment, ici, je vais donner mon programme. Le dump OBJ, là aussi, il vous génère un joli spool. Donc, alors, avec toute la partie hexadécimale que j'ai laissée de côté, hein, d'accord, je suis allé sur la partie de droite qui est interprétée en caractères, mais vous retrouvez dedans tout le code source, sauf si vous avez mis une clé de cryptage au niveau de la compilation, auquel cas votre code source il n'est pas lisible, okay, mais sinon vous retrouvez tout votre source à l'intérieur, donc de façon assez simple. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ça? Alors, le dump OBJ, quand même, on a des droits exclude en public dessus, c'est quand même pas mal.
Et sur le programme, il faut là aussi les droits d'opération et qu'est-ce que j'ai mis? Exécute sur la bibliothèque. Donc là, vous avez un max d'infos, mais vous avez encore plus d'infos si vous allez un petit peu dans le détail pour le lire. Imaginons que j'ai crypté mon source au moment de la compilation. Vous allez me dire, je ne peux pas en tirer grand-chose de ce truc-là, puisque je n'ai pas le source, je n'ai pas les noms des variables. Il faut prendre un petit peu le temps, mais vous avez des informations qui concernent le code compilé en environnement ILE, là c'était un CLLE, et vous avez une section, par exemple, qui va s'appeler la HLL Symbol Table, ce qui veut dire, dans le langage de haut niveau, la table des symboles, en gros les variables. Donc même si votre source il est crypté, vous avez un endroit dans le dump où vous allez trouver les noms des variables. Encore une fois, vous récupérez de l'info. Et puis, si vous êtes familier en ILE, ILE en termes de programmation, en tout cas en termes de code compilé, c'est des procédures qui appellent des procédures. Vous avez également une table qui indique quelles sont toutes les procédures qui sont liées dans mon code. Alors ici, c'est des procédures très techniques système, mais si vous avez écrit vos propres procédures, vous les verrez là-dedans. Donc là aussi, on récupère un max d'infos. Donc ok, il faut faire un petit effort de lecture, mais il y a quand même beaucoup d'infos à l'intérieur. Donc, tout ça, encore une fois, c'est des fonctions que vous connaissez. Je disais juste, attention, vous les utilisez facilement au quotidien. Quand on pousse un petit peu le curseur, c'est quand même assez efficace d'aller chercher des infos précises à l'intérieur et de les utiliser dans un start debug et de changer une valeur. Donc, faites un petit peu attention à ça si vraiment c'est open. Je vais aller très vite là-dessus. C'est un sujet qu'on a déjà aussi évoqué plusieurs fois. Alors, l'injection de code SQL, ça arrive à peu près dans tous les langages. On ne va pas forcément y échapper. Je vais aller très vite sur le. J'ai même pas mis d'exemple sur le premier. Il y en a chez vous qui ont beaucoup de web services ou beaucoup de proc stock. Et en général, vous avez tout le temps un web service un peu générique. Vous lui donnez une instruction SQL et puis il l'exécute. Parce que c'est rapide, ça vous évite de faire de faire de l'exposition au cas par cas. Donc je vois ça, je ne vais pas dire chez tous les clients, mais je vais dire chez une grosse moitié de clients. On a un truc qui s'appelle générique, vous passez une instruction, machin. Dans une instruction SQL aujourd'hui, vous pouvez exécuter des commandes. On l'a vu tout à l'heure, depuis 2 jours, donc vous pouvez faire n'importe quoi. Donc attention. Je n'ai pas remis d'exemple, mais je vais le faire différemment. Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est de dire, on a des cas quand même où vous utilisez du SQL dynamique dans vos programmes. Pourquoi? Parce que des fois, vous faites des recherches multicritères, il y a trop de combinaisons pour coder les 43 requêtes SQL correspondantes et vous avez un programme qui construit la requête. Et puis, bien sûr, quand on construit la requête, on va dire where le numéro d'employé est égal à telle valeur. Ce genre de choses. Et bien, c'est là qu'on peut avoir justement de l'injection de code qui va arriver. Un programme, encore une fois, qui est très basique, mais c'est pour montrer le principe. On veut afficher le nom-prénom d'un employé, on reçoit le code employé, on veut afficher le nom-prénom. OK, on est à la base de la base. OK. Donc, évidemment, vous faites des requêtes plus compliquées, mais le principe, c'est celui-là. Donc, je construis une requête SQL, je reçois le numéro d'employé en paramètre, et puis je vais chercher l'employé. Alors, comme c'est du SQL dynamique, il faut faire un prepare, un declare, on affiche, etc. Mais OK, c'est du très classique. Bon, j'appelle mon programme en lui disant l'employé, c'est l'employé numéro 10. Tout se passe bien. Et puis, si je suis un petit peu malin et que j'appelle mon programme comme ça, je lui dis c'est l'employé numéro 10 ou c'est le résultat de QCMD exec qui exécute une commande, machin truc. À la limite, le résultat de la commande, je m'en fiche un peu, c'était pour que la syntaxe soit bonne. Le résultat de la commande, vous imaginez bien que là, on n'aura pas ça. Si on regarde la job log, elle commence comme ça. La bibliothèque NBXX a été supprimée. J'avais pris soin de la créer avant pour avoir une belle job log. Et en plus, ma requête continue à fonctionner parce qu'on me dit quand même qu'on a trouvé l'employé numéro 10. Donc c'est magique, ça veut dire qu'en plus, l'erreur, elle peut passer sous les radars puisque vous continuez d'avoir un résultat métier qui est juste. D'accord? Donc là, pas vu, pas pris, quoi. Donc le principe, c'est celui-ci, globalement, d'accord? C'est d'aller utiliser toutes les fonctions qui sont magiques, mais qui sont magiques pour faire beaucoup de choses également, d'accord? Et là, évidemment, vous pouvez mettre des create user profile, si le profil d'exécution a des droits élevés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ça, c'est pas la très bonne solution. On a des choses assez simples pour se protéger de ça, d'accord? Typiquement, ça marche dans le cas que j'ai utilisé ici.
pas forcément dans tous les cas syntaxiques. On peut utiliser des marqueurs de paramètres, donc point d'interrogation dans l'instruction SQL, auquel on va transmettre une valeur au niveau de l'exécution. Et là, pour le coup, on n'aura pas l'interprétation totale de la chaîne dans la requête telle que je l'ai fait tout à l'heure. L'ensemble de la valeur sera considéré comme un numéro d'employé. Donc là, au mieux, on va tronquer la valeur attendue pour le numéro d'employé, on va prendre que ça. Au pire, ça va générer une erreur, enfin générer un truc qui dit j'ai pas trouvé l'employé qui s'appelle QCMD exec quelque chose. Okay. Mais il n'y aura pas d'exécution de la commande. Donc ça existe depuis très longtemps, mais vraiment c'est une très très bonne pratique de passer par des marqueurs de paramètres. On le dit très très souvent. Si toutefois vous ne pouviez pas le faire et que vous étiez vraiment, pour des questions de complexité de code, obligé de faire des choses comme ça, rajoutez des petits morceaux de contrôle. Vous attendez un numéro d'employé, vérifiez que la valeur que vous recevez, elle fait bien 6 de long, que dedans, il n'y a que du numérique. Enfin, faites du contrôle de surface pour être à peu près sûr que dedans, et on n'a pas rajouté un petit peu de malice. Okay. Et je sais que quand on va loin, c'est difficile de faire du contrôle vraiment approfondi, puisqu'on a le problème avec les points d'exit et ce genre de choses, où c'est complètement imbuvable. Au moins, un minima, les durées, les types de données. Côté SQL, on a beaucoup de données, évidemment, et quand on parle de sécurité, on a beaucoup parlé de données. Et dans le moteur SQL, là aussi, on va avoir des outils qui nous permettent de récupérer de l'info sur nos requêtes pour aller chercher de la performance, du tuning du moteur. Mais le moteur, il a besoin de la donnée qui va avec, justement, pour s'améliorer. Et du coup, cette donnée, vous pouvez aussi y accéder de différentes façons. Et donc, au travers des outils SQL, là aussi, on va avoir des possibilités dans les plans caches de voir de la donnée. Les plans caches, on peut les dumper, en faire des images que vous pouvez exploiter à froid, donc qui vont contenir potentiellement de la donnée. Donc il faut certains droits que j'ai réindiqués ici et la fonction d'usage qui va bien. Exemple, bon, select étoile from employé, d'accord, j'ai pas de données hyper confidentielles là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que la requête ici, on donne le nom de l'employé, on obtient le résultat. Dans le moteur, on peut avoir le nom de l'employé avec deux options différentes, en tout cas dans les outils fournis par ACS. Les options les plus longues, ou alors gérer la requête et les variables, TOC, ça permet d'accéder à un échantillon des données, en tout cas correspondant. Si vous avez 1 million d'exécutions, vous n'aurez pas le million de données correspondant, mais vous en aurez certaines. OK, il y a de la donnée. Imaginons que là, ce n'est pas le fichier des employés, mais c'est par là que ça a fait du... Je vais rester là alors. Imaginons que dans le fichier des employés, vous ayez des RIB, des numéros de sécurité, ce genre de choses que vous avez dans vos fichiers des employés, que je ne vais pas montrer ici. Évidemment, on pourrait être embêté un petit peu avec ça. Donc, est-ce que ça marche comme ça? Parfait. Donc, vous pouvez indiquer avec il y a une procédure stockée à appeler le setColonAttribute, et vous pouvez dire dans la bibliothèque Security25 pour la table employée, si c'est la colonne salaire, je ne veux pas montrer la valeur dans les outils SQL. Évidemment, le moteur en a besoin, il va la garder, mais on ne va pas vous la restituer. On veut protéger cette valeur-là. Et normalement, quand vous arrivez et qu'on vous montre les options, on vous dit last name ici, il est secure, étoile, étoile, secure. Ouais, c'est vrai. Sauf que si on y va avec l'autre option, les instructions SQL les plus longues, je suis tombé dessus par hasard, les données, on les voit. J'ai un incident ouvert à Rochester, d'accord, et on est tombé d'accord assez rapidement pour dire que c'est un petit bug. Donc, vous avez quand même ici des données. Alors, normalement, ça doit être étoile secure. Hein, okay. En tout cas, c'est la cible. Donc, ça, ce sera corrigé très vite, j'espère. La bonne pratique, c'est de dire, vous pouvez demander au moteur SQL de ne pas montrer les données qui sont sensibles dans vos requêtes. Ça demande simplement d'identifier quels sont les champs vraiment les plus sensibles et vous faites un set colonne attribute pour chacun des champs correspondants. Vous pouvez également demander au moteur SQL, en partant des objets existants, de régénérer le code SQL qui a permis de créer ces objets, que ce soit des tables, des index, des procédures cataloguées, des fonctions, fonctions tables, etc. Du moment que c'est du langage SQL. Hein. Donc là aussi, vous pouvez avoir des choses que vous ne voulez pas forcément montrer, aussi bien sur la mécanique, qui permettrait de savoir comment sont rangées vos affaires, ou comment elles sont décodées, compagnie. Si vous ne voulez pas qu'on puisse retrouver le code,
il n'y a pas moyen. On ne peut pas. Par contre, on peut faire en sorte que quand vous retrouviez le code, il soit ce qu'on appelle obscurci, c'est-à-dire que, vous le voyez ici, ce n'est pas extrêmement lisible. Il est réencodé en base 64, et puis même si vous essayez de le décoder, c'est assez abscon à l'intérieur. Le résultat produit est le même, mais il est humainement assez compliqué à décoder. J'ai pas dit impossible, j'ai dit que ça demande vraiment beaucoup d'efforts, il faut quelqu'un de très très motivé. Okay. Donc ça marche, mais pour que ça marche, évidemment, il faut que quand vous ayez créé l'objet SQL, vous lui ayez mis ici le petit truc qui dit obscurci, auquel cas vous ne pourrez pas revenir en arrière. En tout cas, c'est le cas pour les fonctions et les procédures. Pour les tables, hein, ça n'a pas de sens, on est d'accord. OK, et donc là, vous obtenez un wrapped avec une valeur que je vous laisserai déterminer. Voilà, ça va aller super vite. J'ai rien à dire. Parce que autant quand vous êtes dans le monde natif, on a des journaux d'audit, des points d'exit, des choses comme ça, vous faites de l'open source, vous passez dans des process PaaS sur lesquels on n'a pas la main depuis le monde natif. Donc, évidemment, je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire. J'ai dit, regardez les produits que vous utilisez. Il y a des best practices de sécurisation en fonction des produits. Vous les prenez, vous les appliquez. On va fonctionner exactement de la même façon que dans les autres mondes. Okay. Donc là, j'ai rien de spécifique là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Loin de moi cette idée. Allez, parfait. Je voulais garder un petit peu de temps là-dessus parce que ça, c'est vraiment un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. On a dit quelle heure? Ah ouais, je suis large. Très large. Parfait. Allez, garantir la signature des objets. L'authenticité des objets. Alors, l'idée, c'est de dire, ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis la V5.1. Vous pouvez signer vos programmes de service, etc. C'est ce que fait IBM quand on vous livre des objets du système ou des PTF. Les objets sont signés, d'accord, et ça vous garantit qu'ils n'ont pas été altérés entre le moment où ils ont été produits chez IBM et livrés chez vous. Vous pouvez faire la même chose avec vos programmes. Vous, en tant que développeur, vous allez faire des programmes, vous allez les livrer en machine de prod. S'il y a des petits malins qui s'amusent à les recompiler au milieu pour aller rajouter un petit peu de code qui permet de faire d'autres trucs, vous ne le détectez pas forcément, d'accord? Donc, vous avez la mécanique, je vais aller très vite du coup, qui permet depuis une machine de signer des objets, de les transférer sur une autre et de l'autre côté de vérifier que la signature elle est bonne. Si on a modifié votre objet, soit il n'a plus de signature, soit la signature correspond plus à l'objet, vous êtes capable de le voir. On va pour ça s'appuyer sur DCM, on va s'appuyer sur des certificats en fait qui ont un certificat, c'est jamais qu'une clé, hein, une clé publique, une clé privée avec un petit peu d'habillage autour, mais ces clés vont permettre de signer les objets et de vérifier l'authenticité de l'autre côté. Je vais accélérer du coup parce que je suis très en retard, mais vous avez dans DCM des magasins de certificats spéciaux qui permettent de gérer ça. Il y a un object sign-in et un object, comment il s'appelle, signature vérification, qui permettent de faire ça. On va aller intégrer à l'intérieur, on va générer des certificats dedans, des certificats qui ont un rôle de signature digitale. On va aller créer dans DCM une application. Hein, donc dans le magasin système, vous avez les applications Telnet, FTP et compagnie. Dans le magasin Sign-in, vous aurez des applications qui permettent de signer vos objets. Et surtout, ça va vous permettre automatiquement, d'ailleurs c'est fait automatiquement, ça va générer des fonctions d'usage qui vont permettre de savoir qui peut utiliser la fonction de signature au travers de cette application et du certificat qui va y être attaché. Donc, vous pouvez contrôler quel utilisateur aura le droit de signer un objet. Il ne faut pas le donner à tout le monde. Donc là, il y a une gestion assez classique là-dedans. On a un certificat, on a une application, on assigne l'un avec l'autre pour faire le lien, très bien. Et une fois que vous avez fait ça, au travers de DCM, graphiquement, là, il y a une option signer un objet. Vous lui dites, ben voilà, j'ai un programme, il est à tel endroit. C'est une notation IFS, mais OK, j'ai un programme Hello World dans ma bibliothèque. Vous le signez, vous dites à quel endroit, le résultat, c'est un fichier log. Hein, donc, vous dites à quel endroit dans l'IFS vous voulez enregistrer la log. Si vous êtes dans DCM, là, vous avez quand même un petit truc qui vous dit c'est OK ou pas. Et puis voilà. Et ça, c'est le contenu du fichier de log qui dit OK, ça a été signé, c'est parfait. Une fois que vous avez votre objet signé, vous le transférez. Enfin, quand on regarde l'objet, on a un petit attribut nouveau qui dit OK, il a été signé, c'est super. Vous transférez cet objet sur une autre. Bon, je vais avancer là-dessus, c'est des options. Vous transférez cet objet sur un autre système, vous le restaurez. Très bien.
Et on nous dit toujours, OK, cet objet a bien une signature numérique. Parfait. Ça ne veut pas dire qu'elle est valide. Ça veut dire qu'il a une signature, une différence. Je vous ai mis un petit récap là il y a une valeur système, le QVerify Object Restoration, qui est un petit peu délicate parce que la valeur 3, elle me plaît moyennement. La valeur 3, elle dit en gros, si j'ai pas le certificat correspondant à la signature, je suis pas capable de le vérifier, donc je vais partir du principe que c'est bon. Voilà, bon, OK, on en reparlera plus tard. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être à vous d'aller vérifier que l'objet que vous avez reçu a une signature qui est correcte. Pour faire ça, vous avez une commande, le Check Object Integrity, où on peut aller dans DCM, hein, on peut faire le Verify Signature aussi. Mais là, pour le coup, on a une commande qui permet de le faire, qui génère là aussi, qui génère un fichier en outfile dans la bibliothèque, et puis voilà le contenu, et qui vous dit, OK, il n'est pas signé, ou alors j'ai pas pu le vérifier, ou alors, etc. Je vais aller un tout petit peu plus. Donc, encore une fois, vous pouvez le faire côté DCM. Il faut bien sûr que vous ayez mis en place le certificat dans le signature vérification. Vous pouvez le faire à la main. Je suis très en retard, je vais aller très vite. Vous pouvez le faire à la main dans DCM. On peut le faire sur plusieurs objets. Parce que les faire un par un, quand vous avez une livraison de 47 programmes, vous allez y passer la nuit. OK. Donc là, je l'ai pris graphiquement pour vous montrer les captures d'écran, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais évidemment, le but, c'est quand même de l'automatiser derrière. Il y a un ou deux petits pièges, comme le CCSID du fichier de log. Au début, je me suis dit, tiens, c'est étrange, mais voilà. L'idée, quand même, c'est de pouvoir automatiser. Et pour automatiser, il n'y a rien de mieux que les API, même si ce n'est pas toujours très, très drôle à coder. Vous avez une API qui permet de signer, et vous avez une API qui permet de vérifier la signature de l'objet. J'ai été sympa, je ne vais pas prendre le temps de vous le montrer, mais j'ai mis sur un GitHub en public un petit programme exemple qui permet de signer ou de vérifier, je ne sais plus ce que j'ai fait. Non, c'est un check, donc il vérifie les signatures. Celui-là, d'accord. C'est un exemple de code, je vous laisserai l'adapter et compagnie, mais il marche. J'ai mes captures d'écran qui sont fournies avec. OK. Donc évidemment, l'idée c'est ça, faites un joli programme qui appelle l'API. On va passer les détails, on avait dit qu'on ne faisait pas de code. Et puis évidemment, il faudra intégrer ça dans vos process de livraison. Quand je livre les objets, je vérifie si c'est pas bon, on lève des alertes, qu'est-ce qu'on fait, compagnie, d'accord. Mais ça vous permet de garantir quand même, et on a quand même de plus en plus de régulations et de normes qui vont dans ces directions-là. Voilà. Et évidemment, dès qu'on parle de certificats, il y a des durées de validité. Un jour, il faudra les changer. Donc, il faudra mettre en place une petite mécanique, d'accord, qui dit qu'est-ce qu'on fait à un mois avant le renouvellement du certificat, qu'est-ce qu'on fait des objets signés quand on va changer le certificat, etc. J'ai pas tout détaillé, mais OK, c'est prévu, on peut faire plusieurs signatures, on peut mettre plusieurs certificats, on peut faire des choses. J'arrêterai là puisque j'ai déplacé. L'idée quand même, c'était donc deux choses. Les objets signés, j'ai pas mal bossé dessus, ça m'intéressait d'en reparler. Et puis les premières, les outils que vous connaissez, les start debug, les dumps, etc. Faites attention, c'est quand même bourré d'informations super utiles en fait quand on va un petit peu dans le détail. Et je m'arrêterai là puisque je pense que j'ai dépassé un petit peu déjà. Si vous avez des questions, seulement de 5 minutes? C'est parfait alors. Merci beaucoup si vous avez des questions.